Ce matin-là, Maryse a vu son assassin de face. Il l'attendait sur le parking. Il n'avait aucun doute, elle passait tout le temps par le même chemin. Il n'y avait qu'à se cacher, puis à l'écouter venir. Je crois qu'elle le connaissait, qu'elle l'a reconnu, et qu'elle a su tout de suite qu'elle allait mourir. Et elle est morte, le visage enfoncé, frappé de plein fouet, en pleine force, au niveau des yeux et du nez. Et en tombant sur le sol du parking, elle s'est encore blessée à la nuque. Sur ses mains, des traces ont révélé que la jeune femme avait tenté de se défendre trop tard. C'est une histoire douloureuse à raconter, car Maryse n'est pas morte sur le coup. Tout de suite, l'assassin s'est enfui, et donc elle a dû agoniser le temps qu'un passant la découvre. Il était 7h, 7h45, ce 9 juillet 2000. Le corps de Maryse gisait sur le bitume du parking de la place Félix-Éboué, près de la gare de Rosny-Bois-Perrier. Elle avait 45 ans, était martiniquaise, et tout le monde l'aimait bien à l'hôpital Robert Debré de Paris. Aide-soignante de nuit, elle sortait de l'hôpital à 7h du matin. Parvenue à la gare de Rosny, elle avait l'habitude de couper à travers les parkings un espace situé entre le lycée et la voie ferrée. Souvent désert à cette heure-là. Et son agresseur connaissait bien ses habitudes et ses horaires. Ça n'était pas un voleur, puisqu'on a retrouvé son sac avec ses bijoux, son argent, son portable. Il faisait déjà jour à ce moment-là, mais pourtant, personne n'a rien vu, personne n'a rien entendu. On pourrait dire que Maryse est morte aussi discrètement qu'elle avait vécu. Il fallait donc ouvrir le livre de la vie de Maryse pour tenter de comprendre quelque chose. Des pages roses, des pages noires. Page rose, un mariage avec Éric, au début sympathique et doux, et 2 enfants, un garçon et une fille. Page noire, la jalousie et la violence d'Éric. Des scènes, des coups, Maryse avait supporté longtemps, mais 1 an auparavant, elle avait finalement décidé de se mettre à l'abri, d'aller habiter ailleurs. Elle était donc partie avec sa fille, le garçon étant resté avec son père. Ce que rapportaient les voisins était vrai, et les enfants ont avoué que les bagarres étaient violentes à la maison. Éric ne supportait pas qu'elle se soit enfuie ainsi, une violence telle que Maryse avait appelé la police et qu'Éric avait été interpellé et même incarcéré. Mais Maryse avait retiré sa plainte à cause toujours des enfants. Elle pensait qu'Éric avait compris la leçon. Eh non, Éric n'avait pas compris. La propre sœur de Maryse a d'ailleurs expliqué aux enquêteurs qu'une semaine avant l'agression, Maryse lui avait avoué qu'Éric continuait de la persécuter et de la harceler. Filature, coups de téléphone, dégradation de la voiture. Elle n'en pouvait plus. Dans l'ordonnance de mise en accusation, que j'ai relue avec beaucoup d'attention, on note un fait. Maryse avait déjà été victime d'un étrange vol à l'arraché quelque temps auparavant. Mais le lendemain du vol, elle avait retrouvé son sac et tous les objets qu'il contenait dans sa boîte aux lettres. Il manquait une seule chose, un agenda sur lequel Maryse notait ses contacts. Et quelques jours plus tard, un jeune garçon, auquel elle avait demandé quelques travaux de bricolage dans son appartement, ce jeune garçon recevait des menaces. C'était Éric qui l'accusait d'être l'amant de sa femme. C'était faux. Bon, on sait maintenant que Maryse avait soigneusement caché une liaison qu'elle avait entretenue durant quelques mois avec un médecin de l'hôpital, une fenêtre sur le bonheur d'être femme, en quelque sorte. Liaison à laquelle ils avaient mis fin sans heurts quelque temps auparavant. Conséquence de ce début d'enquête, Éric est interpellé et mis en garde à vue. Alors, proteste de son innocence, mais les policiers ont l'intention d'en savoir plus sur ses agissements. Éric commence alors à livrer une série de mensonges. Bien sûr, chacun d'eux, pris à part, n'a pas de signification particulière, mais l'addition de toutes ces déclarations convainc les enquêteurs que la piste est bonne. D'abord, Éric déclare que tout s'arrange entre sa femme et lui, qui se sont revus, que Maryse avait décidé de reprendre la vie commune après les vacances. Elle n'a rien dit aux enfants pour leur faire la surprise, tiens. Il a expliqué aussi qu'il a renoncé à ses vacances pour soigner son père. La réalité est tout autre. Maryse avait bien confirmé à l'une de ses amies qu'elle voulait divorcer et qu'il n'était pas question de reprendre la vie avec Éric. D'ailleurs, elle a emmené ses enfants en vacances cette année-là dans sa propre famille en Martinique et non dans la famille de son mari en Guadeloupe, comme d'habitude. Du coup, Éric avait décidé de ne pas s'éloigner. Personne, au fond, ne sait s'il croyait vraiment pouvoir reprendre Maryse, mais
tout le monde s'accorde à penser qu'il était trop jaloux pour ne pas rester à proximité de celle qu'il considérait encore comme sa propriété. Pour nous, se souvient l'un des enquêteurs, il s'agissait de connaître son emploi du temps. Où était-il entre 7 h du matin, sortie de Maryse de l'hôpital, et 7h45, moment de la découverte de son corps dans le parking? En réalité, le credo devait tenir compte de la durée du trajet par ironie et du temps qui s'est écoulé entre l'agression et la découverte du corps de Maryse. Donc, environ une demi-heure, au plus. Éric va donc dérouler un emploi du temps dont plusieurs étapes vont être contestées. Par exemple, il soutient s'être levé à 7h30 pour aller faire un footing au parc de Crécy-la-Chapelle. Vers 9h, il dit s'être arrêté dans une boulangerie de Crécy, être ensuite passé chez un ami restaurateur, puis il rentrait à son domicile au moment où sa fille se levait, elle dormait chez lui cette nuit-là. La jeune fille n'avait rien entendu du lever de son père, mais elle avait tout de même remarqué qu'il n'avait pas ses vêtements de sport et que ses chaussures étaient pleines de terre. Durant son footing, personne n'avait vu Éric, et si l'employé de la boulangerie confirmait son passage en début de matinée, le restaurateur, lui, s'était souvenu qu'Éric s'était arrêté simplement quelques instants sans descendre de voiture, ce qui n'était pas son habitude. Pour nous, il s'était construit un alibi, indique un policier, mais l'essentiel était de savoir où il se trouvait entre 7h et 7h45. Le fils avait raconté au policier que son père lui avait proposé de l'accompagner au footing, mais qu'il avait refusé. Alors son père lui avait dit qu'il courrait avec un ami le matin du 9 juillet. Or, cet ami, tout le monde le savait, n'était pas en état de courir, il venait d'être opéré. D'ailleurs, on l'apprendra plus tard, Éric ne lui avait rien demandé. Un autre élément va intriguer les enquêteurs. Éric raconte que la veille des faits, le 8 juillet, donc, il est allé faire son plein d'essence, ainsi que quelques courses, à Crécy, et qu'il a passé la soirée avec une amie. Interrogée tout de suite, cette femme a nié vigoureusement être la maîtresse d'Éric, et précise même qu'elle l'a bien aperçu, mais le lendemain, dimanche, le jour du meurtre. Elle s'en souvenait bien, parce qu'il avait fait semblant de ne pas la voir. Un autre témoin, pris en stop par Éric ce même matin, va renforcer les enquêteurs dans leur conviction qu'Éric est allé à Rosny la veille au soir, sans doute pour y rencontrer Maryse, et qui est retourné le lendemain matin pour l'attendre dans le parking, dissimulé dans sa voiture. La vérification du compteur et du réservoir du véhicule valide d'ailleurs cette hypothèse. S'ajoutent les indications des bandes téléphoniques qui révèlent que des communications ont été passées de Rosny par Éric alors que celui-ci prétend être à Crécy. Pressé de questions, Éric va alors ajouter « Ah oui, il s'était rendu chez son ami, celui qu'il prétendait avoir invité au footing, mais constatant que la maison de son ami était fermée, il était reparti. » « Pas du tout, dit l'ami, la maison était ouverte, j'étais là, je ne l'ai pas vu, il n'est pas venu, j'en suis sûr. D'ailleurs, il savait bien que je ne pouvais pas courir. » Cette fausse visite se situait à 7h45, à l'heure où l'on découvrait le corps mutilé de Maryse. À ce stade de l'enquête, il est intéressant d'en savoir un peu plus sur la personnalité d'Éric. Aide-soignant, lui aussi, à l'hôpital Robert-Debré, il se faisait couramment passer pour un médecin anesthésiste. Il craignait d'ailleurs pas de donner à l'occasion des conseils médicaux à certains de ses amis. Ils se sont jamais doutés de rien. Âgé de 50 ans au moment des faits, Éric est né en Guadeloupe d'une famille de 13 enfants. Une scolarité interrompue rapidement, aucune spécialisation, jusqu'à son arrivée en métropole. Quelques petits boulots, il sera ensuite aide-soignant à Paris, et c'est en 1972 qu'il rencontre Maryse et qu'il se marie. Les psychiatres vont plus loin. Ils disent « Éric ne souffre d'aucune pathologie mentale, mais il est doté, si on peut dire, il est doté d'une jalousie maladive. Il ne parvient pas à contrôler une agressivité qui se développe dès lors que son ego est touché. » Les experts expliquent encore qu'Éric a été profondément blessé par le départ de sa femme, qu'il considérait comme un véritable abandon. Éric, en somme, est un psychorigide, mais il était au moment des faits en pleine possession de ses capacités intellectuelles. Éric est donc responsable de ses actes au moment du meurtre de sa femme, et quel que soit son rôle dans le crime. Voilà le dossier tel qu'on peut le lire au moment du renvoi aux assises. Si je vous ai raconté cette histoire, c'est pour
qu'on n'oublie pas Maryse, c'est aussi pour cette suite. En assise à Bobigny, en décembre 2005, Éric a été condamné à 15 ans de réclusion criminelle. Les jurés, additionnant le mobile au mensonge, avaient eu la conviction de la culpabilité d'Éric. Mais à Paris, en décembre 2008, la cour d'assises d'appel a acquitté Éric. Les jurés de Paris constatant dans le dossier, c'est vrai, l'absence d'éléments déterminant cette culpabilité, pas d'aveu, pas de traces, pas d'indices, pas de témoins. Un faisceau de présomption ne constitue pas une preuve. Et la présence, surtout, des enfants auprès de leur père a peut-être convaincu certains jurés qu'un garçon et une fille ne pourraient pas pardonner à leur père s'ils avaient tué leur mère. Quelqu'un, ce matin-là, a peut-être vu quelque chose, mais ce quelqu'un n'a jamais rien dit. Pourquoi? Alors aujourd'hui, personne ne sait qui a patiemment attendu Maryse dans le parking de Rosny avant de la massacrer à l'aide d'un objet qu'on n'a d'ailleurs jamais retrouvé.